pense sincèrement que c'est pas fait pour tout le monde. Tu as un corpus de compétences à acquérir avant pour augmenter ton pourcentage de chances de réussir. Tu complètes ça à des méthodes, donc tu acceptes de réapprendre ou de désapprendre, parce que tu sais que tu peux plus, mais tu gardes cet extra mile pour le moment où ça va être dur. Alors toujours un ATS, toujours. En fait, c'est amusant parce qu'une fois que tu commences à te débrouiller, tu as envie de tout faire. Ils pouvaient me dégainer 3 4 000 personnes. Ils déjeunaient avec 150 d'entre elles facilement par an, ils les connaissaient très bien. Salut Pierre Arnaud. Salut Alexis. Comment tu vas? Très bien, et toi? Bah très bien. Merci de venir depuis Tours. Oui, je t'en prie. Un bon trajet. La dernière fois, on s'est loupé parce que le train grève. Oui. Donc, oui, la SNCF. Il y a une annulation SNCF, mais on a réussi là. Petit retard quand même de 30 minutes. Léger. On n'est pas sur un perfect. La prochaine fois, ce sera même peut-être en avance. Mais après, t'es venu en avance quand même, je dis ça, mais c'est le train qui était pas bon. Mais trop content de t'accueillir, c'est trop cool. On avait beaucoup discuté, discussion très intéressante. Et je me disais que t'étais la meilleure personne pour échanger sur le sujet de recruteurs indépendants, de RPO, démystifier aussi les coulisses de ce sujet. Est-ce que c'est fait pour tout le monde? Oui, non. Comment se démarquer? Comment faire en sorte parce qu'il y a plein de personnes qui se lancent aussi en recruteur indépendant, il y a plein de concurrence avec des cabinets, etc., des alternatives. Comment tirer son épingle du jeu? Déjà, est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas encore? Bien sûr. Donc Pierre Arnaud, qu'est-ce que je fais? D'où je viens? Alors, je dirais que ça fait une vingtaine d'années que je suis dans la tech à peu près. Donc j'ai eu la chance de pouvoir toujours faire quelque chose qui m'intéressait. J'ai été dans ce qu'on appelait avant les slashers, maintenant je crois que la nouvelle expression c'est T-shape, tout ce genre de trucs. En gros, j'avais une activité principale, donc j'étais salarié la plupart du temps. J'ai commencé en tant que journaliste, donc je faisais des interviews de CEO, parfois en jeux vidéo, parfois en politique. C'était un mix assez intéressant. Tu vois, pour différentes boîtes, il y a eu des Europe 1, il y a eu des journaux de ville, type PC Login, etc. Et même certains ont testé des systèmes d'exploitation, donc j'ai un peu tout fait. Très intéressant, pas mal d'investigations. Après, il y a eu la partie 2000 avec l'explosion de la bulle. Ouais. Du coup, les tarifs ont baissé, moins de budget pour faire de l'investigation, plus de choses, un peu le fameux délire des clics qui continue de nos jours, et des vues, et des likes, et des commentaires, etc. Moins intéressant. J'ai fait un switch sur tout ce qui était sales, plutôt orienté SaaS. Alors c'était intéressant parce que je suis timide à la base, mais si j'ai appris à me soigner avec un peu de coaching. Et en fait, j'ai jamais fait partie de ceux qui étaient parmi les plus convaincants. Tu vois, je n'ai pas un charisme incroyable, je n'ai pas le meilleur vocabulaire ou la meilleure technique oratoire, même si je les ai étudiés. Et du coup, j'ai plutôt décidé d'être sur de la valeur. Donc avec, tu vois, typiquement à l'époque, quand c'était de la fibre optique ou autre, on alignait, et d'ailleurs il y a des pays qui le font, tout ce qui était transparence de quels sont les points positifs par rapport aux concurrents, qu'est-ce qu'ils ont de mieux, quels sont les tarifs, donc zéro information cachée, ce qu'on appelle en droit un DOL, qui fait que normalement ça peut rendre caduque le contrat, même si maintenant c'est un peu la norme malheureusement, et on laissait les gens prendre la décision. Et en fait ça a bien fonctionné, donc j'ai bien aimé. J'ai fini par arrêter aussi après avoir formé quelques jeunes qui voulaient plutôt vendre par de la valeur et pas par du bagou. Et au final, j'ai switché vers de la communication. Un peu par hasard, j'avais été en consulting et puis on m'a proposé de rejoindre suite à une mission. Du coup, je suis devenu co-founder, late. Okay. Je ne savais pas tout ce que je ne savais pas. Donc, on avait eu des contrats un peu trop gros, un peu trop vite, parce qu'ils étaient emportés par l'enthousiasme. Et donc, ça s'est moins bien passé. Donc première fermeture de boîte, j'ai été rappelé, j'en ai ouvert une autre, ça fonctionnait bien, c'était trop chronophage. Je me suis rendu compte qu'il fallait quand même privilégier la vie de famille. Et puis j'ai préféré revendre parce que je sentais que j'avais envie de changer encore de famille, de métier. Et puis j'ai eu une chance extraordinaire il y a une dizaine d'années où j'ai décidé de passer de pseudo-mauvais hiring manager, parfois passable, à l'autre côté, du côté recrutement. Et j'ai discuté avec deux entreprises topissimes, toutes les deux. D'un côté, Vestiaire Collective et de l'autre, Doctolib. Et en fait, Doctolib, ils avaient décidé de parier sur moi en me formant en recrutement tech. Bon, je venais de la tech, donc c'est plus facile pour moi. Ouais, du coup, tu connaissais le métier et ils se sont dit, bon, on va prendre une personne qui connaît pour recruter. Et ça aide énormément quand même, on va pas se mentir. J'ai eu une chance
top, parce que j'étais avec le binôme d'un invité qui est déjà venu ici. Le bon Paul Mouchet. Voilà, donc j'étais avec son binôme Rassam, quand Paul est parti sur Facebook. Rassam a fait ajouter son dévolu sur moi, heureusement pour moi. Et on a eu une mission très sympa qui était scaler la boîte de 300 à 1200 personnes à 8 recruteurs en 1 an et demi. C'était un peu sport, on va pas se mentir, mais c'était super excitant. Et voilà, donc en gros, maintenant, ça fait une dizaine d'années que je fais du recrutement. C'est hyper intéressant pour plein de raisons. Et on va dire que le fil rouge, c'est la tech. Et voilà, il y a 4 familles de métiers, journalisme, sales, com et tech. Et donc, en fait, tout ça, tu se transformes. Tu vois, par exemple, le journalisme t'apprend à faire de la conduite d'entretien. Et à poser des questions. Ah, exact, c'est vrai. Tu peux quand même te faire avoir. Il y a des gens qui sont très bons acteurs ou un peu menteurs, mais globalement, tu as un radar un peu plus aiguisé que la moyenne, même si la pratique m'a permis de me rendre compte que les psychologues du travail sont souvent plus doués encore que les recruteurs pour repérer certaines choses. Enfin, voilà. Trop bien. Ouais, donc plusieurs familles de métiers, journalistes, sales, com... et recrutement, et tech aussi, du coup, tu viens de la tech. Trop bien, ça fait un beau mélange. Et du coup, tu es passé par plusieurs boîtes, tu es passé par Doctolib, tu disais. Bon, il y en a eu un certain nombre. Il y a eu, j'ai fait Ubisoft plusieurs fois, certaines fois en création de jeux, c'était super intéressant. Donc côté créa, et parfois côté recrutement et management, super intéressant aussi. Donc j'ai fait les deux côtés, ce qu'on appelle les jeux type console, HD, etc. Et les jeux mobiles, des univers très différents. Je suis passé par Wind, donc de l'e-commerce. C'était un concurrent de Miracle à l'époque. J'ai aussi été chez Platform.sh, une expérience exceptionnelle. Une des premières boîtes françaises à passer en remote il y a une quinzaine d'années maintenant. C'était incroyable, créer la fonction recrutement, booster la fonction diversité, équité, inclusion, recruter sur 39 pays, créer des équipes, c'était ouf, pas d'autres mots. En plus c'est le pass, tu vois, donc dans le cloud c'était intéressant de voir un autre secteur un peu, une autre couche de complexité, c'était plus technique, et puis il y a eu différentes missions, et j'ai aussi la chance d'être chez Back Market, donc boîte avec une mission extraordinaire. On aime bien être utile, hein, tu vois, c'est un peu comme Doctolib, et depuis je me suis lancé en fait en tant qu'indépendant parce que j'avais pas mal d'anciens collègues et clients qui voulaient de l'aide sur des problématiques diverses, et puis c'est vrai qu'il y a un moment il faut que tu rendes un peu et c'est intéressant. Et du coup, ça fait combien de temps que tu es indépendant? Écoute, officiellement depuis, c'est-à-dire full-time depuis novembre de l'année dernière. En réel, comme je faisais toujours 2 activités, on va dire que ça doit faire 4-5 ans à peu près. 4-5 ans, où tu faisais des missions un peu à droite à gauche. C'est ça, mais pas plus de 20 jours par an, tandis que là maintenant c'est full-time. C'est full-time. Et du coup, tu trouves ton compte là-dedans et ça te plaît bien. C'est vraiment enrichissant. Tu vois des contextes très différents, très variés. Enfin, le consulting, c'est encore une autre branche d'activité. Avec ses propres rigueurs et exigences, mais c'est très bien, très formateur. Trop bien. Et du coup, sujet qui m'intéresse, et sujet aussi dont on a parlé juste avant, en off, recruteur indépendant, ça a l'air sympa, ça a l'air cool, t'as l'air d'être bien. Est-ce que c'est fait pour tout le monde? Est-ce que tout le monde doit se lancer en tant que recruteur indépendant? Quels sont les prérequis pour y arriver? Est-ce qu'il y a des échecs aussi? Bon, n'hésite pas à me poser des questions dès qu'il y a quelque chose qui t'intéresse. Évidemment. Ça va être un peu clivant, mais je pense que l'honnêteté intellectuelle, c'est la chose la plus importante en tant que pro. Je pense sincèrement que c'est pas fait pour tout le monde. En fait, tu as un corpus de compétences à acquérir avant pour augmenter ton pourcentage de chances d'y réussir. Mais il y a des contraintes externes que tu ne maîtriseras pas. La taille de ton marché, ton degré d'expertise par rapport aux besoins clients, ton degré d'expertise par rapport à ton concurrent, qui peut être faible, voire nul, comme très au-dessus de la moyenne. Les langues que tu parles, qui influent sur la taille de ton marché. Ta mobilité géographique, ton argent, tes formations, tes contacts. Le réseau, c'est énorme. Et puis ta rigueur, puisque en fait, tu dois... Pour pouvoir réussir, il faut avoir été très bon in-house ou très bon en cabinet, pas juste bon, et ensuite rajouter par-dessus la couche entrepreneuriale avec du commercial et de l'administratif. Et donc rallonger ta journée, ce qui fait que concrètement, soit il va falloir avoir une très bonne gestion du temps à la base pour avoir le temps de faire les autres choses et ne jamais y aller à reculons, soit avoir une excellente hygiène de gestion du temps, par exemple administratif en fin de journée, travail de fond le matin et entretien l'après-midi, et prospection obligatoire 1 heure par jour, ce genre de choses,
Parce que sans méthodo, en fait, la quantité ne va pas monter, donc la qualité ne va pas suivre. Donc il y a une masse de travail énorme à fournir en amont. Je vois énormément de jeunes se lancer sans savoir qu'il y aura des formations gratuites et payantes à la Chambre de commerce et d'industrie. Donc en fait, ils ne savent pas ce que c'est que de gérer une boîte. Je vois des gens qui vendent des formations basées sur la peur. Et du coup, le corpus de compétences, il n'est pas très bon, parce qu'il n'y a pas vraiment de vraie transmission, il n'y a pas assez d'exercices faits, il n'y a pas assez de concret. Il n'y a pas assez souvent de réseautage et d'entraide, il y a peu de mentoring. En fait, il faut avoir le réflexe de s'inscrire à des réseaux d'entrepreneurs, il faut rencontrer des gens, échanger, parler. Il faut être curieux, il faut accepter de se gaufrer, faut savoir qu'il y aura 5% d'impayés, quoi qu'il arrive, dans ce secteur d'activité minimum par an. Voilà. Le taux de chômage non plus est pas bon. Il est 2 fois celui de la moyenne nationale, on est à peu près à 17% et quelques. Et en fait, je vois beaucoup de jeunes là se lancer alors qu'ils étaient moyens, donc ils n'ont pas réussi certaines périodes d'essai, ou parce que les layoffs ou diminution du nombre de recruteurs dans une équipe, etc. Et en fait, c'est pas la bonne raison de se lancer. Ouais. Il faut être passionné par le métier, il faut être prêt à mettre les heures pour se former en entrepreneur, il faut, si possible, avoir un matelas de cash pour déstresser un petit peu, c'est-à-dire soit être extrêmement bon, soit être suivi, soit être backé par une boîte, par un incubateur, soit avoir un dispositif France Travail, un chèque, un virement, quelque chose, parce que le démarrage va être difficile comme toute activité, et donc ça peut prendre de quelques mois à quelques années avant d'atteindre une rentabilité très bonne, même s'il y a très peu de charges. Dans ce secteur, je ne pense pas que tout le monde ait la chance de se lancer en 2 semaines et d'avoir 3-4 contrats. C'est pas la réalité, parce qu'il y a 10 ans de travail derrière. En fait, quelqu'un qui se lance là tout de suite aujourd'hui va être en concurrence avec des seniors, voire des experts. C'est ça le truc, c'est que tu es obligé de monter en compétences. Déjà, il faut que tu sois solide sur la partie recrutement. Si tu ne l'es pas, donc monter en compétences. Plus rajouter, et en vrai, ce que tu dis qui est hyper réel, la couche entrepreneuriat, sales, mindset, où c'est un autre cadre. On n'est plus dans un cadre salarié, si tu viens du salariat, mais tu es dans un cadre de jungle. C'est la jungle, faut que tu te débrouilles, et c'est la débrouillardise. Et c'est vrai que tout le monde n'est pas fait pour ça. Tu vois des gens qui ont... Est-ce que tu as des stats ou même des tendances que tu vois où il y a pas mal de gens qui sont lancés et ça n'a pas marché? Oui, j'en vois énormément en fait. Bon, il y en a déjà qui demandent sur LinkedIn, et ça c'est tout à leur honneur, de l'aide et des conseils. Donc là, bien sûr, pas de problème, tu vois, je les redirige vers des coachs certifiés ou qui facturent bien plus que moi l'année. Tu vois, échange de bons procédés. À l'inverse, ils viennent me voir pour des process, du choix d'ATS, certaines techniques et autres. Et donc on se rend des coups de main, tu vois, comme en travail international, etc. Au niveau des stats, je dirais qu'effectivement, je constate que la moitié de ceux qui se sont lancés ces derniers temps, on va dire sur 1 an et demi, sont principalement des juniors ou des confirmés. Je suis désolé, mais quand tu es consultant, tu peux pas être consultant. Tu peux être consultant junior, mais tu peux pas être junior, sinon quelle expertise vas-tu apporter à une entreprise qui peut recruter le même des juniors? Ça n'a pas de sens, en fait. Ça n'a aucun sens. Et donc, forcément, je pense qu'il va y avoir 3 quarts qui vont disparaître d'ici 1 à 2 ans. En plus, il y a des cycles économiques. Je vois aussi énormément de jeunes qui ne savent pas forcément faire leur pricing. Donc, ne pas chiffrer un temps de prestation, un temps de préparation, un temps d'administration, un temps de livrable. Ils ne savent pas forcément qu'est-ce que c'est des livrables, comment, de quelle façon, etc. Qui aussi sous-estiment certains coûts. Tu vois, au niveau impôts et autres, qui ne se font pas forcément assez bien accompagnés. Et donc, il y a tout ce travail éducatif à faire, en fait. Donc écoute, on essaie de les aider, mais je dirais qu'il y a... Je vais être un peu dur, je pense, mais il y a peut-être minimum, en fonction des régions, 1/3 de personnes qui ne sont pas tout à fait là où elles devraient être, jusqu'aux 3 quarts. Et les autres, par contre, font un travail absolument exceptionnel. Et en plus, sont dans l'entraide. La plupart du temps, il n'y a pas que de la concurrence. Donc c'est un beau métier, mais il ne faut pas y aller en se disant que ce sera facile. C'est pas du tout la réalité du terrain. En plus, il y a une globalisation. Donc parfois, je suis avec ou contre des collègues en fonction des contrats en Asie, en Afrique, aux US, parce que j'ai bossé sur ces territoires. Et on se retrouve souvent. Donc, donc il y a quand même pas mal de monde sur le marché. Comment tu choisis ton positionnement, on va dire, en tant que recruteur indépendant? Donc, on pense à toutes les personnes, soit qui ont choisi déjà un positionnement ou qu'on n'ont pas encore, ou des personnes qui veulent se lancer. Mais c'est quoi le positionnement toi que tu as fait? Comment tu choisis justement cette direction-là?
Très bonne question. Je pense que tu dois partir de la convergence de 2 points. Une passion ou une conviction et une expertise. Donc moi, j'ai toujours fait de la tech, parce que mon beau-père, gamin, était développeur et banquier. C'est très bizarre comme mix, mais tu vois, il allait au Japon et à Nice avant que ce soit à la mode, quand j'avais 5 ans. Et donc, si tu baignes dedans, déjà, ou si tu te découvres quelque chose vers l'âge adulte et que tu fais de ça même en dehors de ton temps de travail, en fait, tu vas vraiment être pertinent sur le sujet. Donc, dans un second temps, ce qui se passe, c'est que tu complètes ça à des méthodos. Ouais. Donc tu acceptes de réapprendre ou de désapprendre. Sur les pays nordiques sont très bons là-dessus. Ils ont tout un tas de systèmes où tu peux aller en cours n'importe quand, n'importe quel âge, pour 1 semaine, 2 semaines, 1 mois. Et tout le monde trouve ça normal. Tu es mélangé sans classe d'âge. Chez nous, impensable. Ouais. T'imagines et en fait, ça te rend très humble. Et donc, je pense que pour réussir à y aller, tu dois réfléchir à ton expertise, mettre les heures en démarrage d'activité. Par exemple, prendre 1 ou 2 mois pendant que tu es au chômage ou autre, pour continuer à te former, ou pour prospecter, voire les deux. Et du coup, tu poses tes méthodos. Tu fais de la documentation pour vérifier ton savoir. Quelque chose qui est maîtrisé peut être expliqué clairement ou transmis clairement. Si ce n'est pas le cas, il faut revoir ta copie, c'est complètement OK. Mais du coup, tu bosses, tu mets les heures. Il faut que tu puisses rédiger ou transmettre ça de façon assez simple. Voilà. Et en fait, une fois que les deux sont prêts, après tu rajoutes le reste, l'entrepreneuriat, etc. Mais avant ça, non. Ouais. Idéalement, non. Ouais, clairement. Ouais. Pour eux-mêmes, qui se rendent service, et pour les clients et l'image de la profession. Et les différents modèles que tu vois, donc il y a du RPO par exemple, où on va être en mission chez le client et on va avoir du coup, on va être au TGM essentiellement. On va aussi avoir des missions plutôt au succès, à compte. Comment on choisit ces différents modèles? Est-ce que c'est par rapport aux opportunités qu'on a en face? Alors c'est relié à ta question d'avant, à l'expertise, donc on va faire un mix. En fait, une fois que tu as trouvé ta niche ou ton cadre, donc il faut le définir clairement. En fait, c'est aux US, quand j'y étais, ça s'appelait USP, Unique Selling Proposition. Qu'est-ce que tu fais de mieux ou d'unique par rapport aux autres? C'est pas j'ai commencé en étant le premier à... Tout ça, c'est rien. C'est qu'est-ce que tu peux faire, et si tu ne peux pas le faire différemment, qu'est-ce que tu fais au moins bien? Et en fait, ça, une fois que c'est clairement défini, tu la rattaches au format avec lequel toi, tu vas le mieux délivrer. Par exemple, c'est très anglo-saxon, le succès, c'est un peu une anomalie. Il y a des gens qui te contactent, ils te disent j'ai besoin de quelque chose, et tu seras payé à la fin, éventuellement, tu vois, si ça fonctionne. Alors, selon quoi, quels critères, quelle gamme de temps, pourquoi, est-ce que tu me donnes les moyens de réussir? Si tu ne payes pas d'avance, pourquoi est-ce que tu vas t'investir pour que le contrat réussisse? Du coup, moi, en tant que recruteur, qu'est-ce qui va faire que je ne vais pas te mettre en bas de la pile des besoins et te donner les candidats qui n'ont pas été acceptés ailleurs? Est-ce qu'il y aura vraiment une chasse dédiée? Ça pose beaucoup de questions. Donc en fait, comment est-ce que tu as envie de travailler? Quelles sont les pratiques du marché? Et qu'est-ce qui est le plus confortable? Par exemple, travail gratuit, c'est étrange. Les modalités du forfait, c'est-à-dire un engagement parce que ton client te paie un démarrage et on se met d'accord sur ce qu'il y a au sein du démarrage. Combien d'heures pour créer le brief? Créer ou co-créer les tests techniques d'évaluation. Qu'est-ce qui fait qu'il y a une validation? Quelle est la chaîne de validation? Est-ce qu'il y a vraiment un besoin? Quelle est la timeline? Qu'est-ce qui se passe si cette timeline n'est pas respectée? Quelles sont les conditions de succès de période d'essai de la personne qui sera recrutée? Pourquoi? Quel est l'impact réel sur le business? Pourquoi est-ce qu'il y a trop de critères? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas que 3 bullet points, etc. d'évaluation? Et donc une fois qu'on met tout ça aligné, on a quelque chose qui fait sens. Et la proposition peut être soit du forfait, soit d'être comme un in-house temporairement, peut-être à distance, peut-être sur place, en fonction de ce que ça va rapporter. Jusqu'à quel point est-ce qu'on doit incarner la marque? Est-ce que du coup on va avoir droit au pitch du ou de la CEO pour représenter réellement l'entreprise, tu vois? Et donc ça définit ton modèle, parce qu'il y a des gens qui vont être beaucoup plus à l'aise avec ce qu'on appelle du push de CV. En fait, il y a 2 catégories. Ils ne discutent jamais avec les personnes et ils disent qu'ils savent qu'elles sont bonnes. Ça, c'est pas très bien. Spoiler alert. Ou alors, ils les évaluent réellement, même techniquement, parce que ce sont d'anciens experts métiers qui sont passés recruteurs, ce que je fais parfois. Et dans ce cas-là, ils envoient, et là, banco, parce que souvent, c'est déjà prévalidé. Est-ce que, par contre, pour créer une BE recrutement, ils vont être en binôme de RH, et en fait, ils vont créer des guides pour intervieweurs, ils vont
mettre en place un ATS, etc., mettre de l'automatisation. Tout ça, ça va définir ton modèle. Qu'est-ce que tu peux réellement faire correctement? Et à quel moment est-ce que tu décides de rajouter un service ou de changer de service? Est-ce que tu ne fais qu'un seul service et un seul type de contrat? Est-ce que tu fais plusieurs services, un seul type de contrat, ou plein de contrats, mais seulement avec certaines personnes dédiées, tu vois? Et est-ce que tu es capable de gérer plusieurs clients en même temps ou un seul? Ouais, je vois très bien. Donc il faut se poser tout ça et échanger avec des pairs. Et après, c'est beaucoup plus naturel. Ouais, ça. Et de temps en temps, tu n'as pas la recette miracle dès le début, tu ne sais pas forcément. Et c'est peut-être en faisant, en ayant ces premières missions derrière. Mais c'est vrai que tu as déjà, en se posant ces bonnes questions, en échangeant avec des personnes qui ont ces différents modèles, bah, on peut se dire, bon, bah, je me projette plus sur ce modèle-là ou celui-là. Et tu pars avec tes hypothèses. Oui. Et une fois que tu vas voir le marché avec tes hypothèses, bon, tu vois si c'est concluant ou pas. C'est ça. Et après, sur le positionnement, il y a des recruteurs qui vont être plutôt généralistes, d'autres qui vont être plutôt spécifiques, en tout cas sur une niche. Toi, quel est le choix que tu as fait et même qu'est-ce que tu penses de ce côté généraliste et niché? Ok. Alors, je pense que généraliste, c'est utile. C'est très bien pour se former au début. Moi, tu vois, quand je gérais des équipes, j'aimais bien qu'ils fassent 2/3 du temps leur spécialité et 1/3 du temps autre chose pour continuer à apprendre et aussi pour changer de mindset. Je pense que c'est important. Et donc, les généralistes faisaient de la tech, par exemple, et les tech se mettaient à faire du généralisme, et donc ils faisaient du sales, du business, par exemple de la finance, du customer support, etc. En indépendant, c'est autre chose. Tu dois avoir ta niche et ta spécialité, parce que par contre, tu n'as plus forcément de valeur ajoutée par rapport aux experts qui, eux, vont par exemple connaître de 100 à 7000 personnes très très bien. Tu vois, j'ai eu des discussions merveilleuses quand je recrutais des C-level avec des chasseurs dédiés qui le faisaient aussi, mais moi j'étais en interne et c'était en externe. Et en fait, ils pouvaient me dégainer 3-4 000 personnes et ils déjeunaient avec 150 d'entre elles facilement par an. Ils les connaissaient très 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 bien, tu vois. Et donc, arriver à cette connaissance fine à un moment, en tant qu'indépendant, c'est plutôt là qu'est ta valeur. C'est un peu comme une agence RP qui non seulement a des idées par secteur d'activité, mais en plus a une relation avec des journalistes, tu vois. Là, ça ne va pas forcément dire que ça va aller plus vite, mais ça veut dire que la connaissance sera tellement fine qu'ils vont mieux répondre aux exigences de ton business et mieux t'aider à affiner jusqu'à ce qu'il y ait vraiment un match de la meilleure qualité possible à l'instant T par rapport aux personnes qui sont bien sûr disponibles sur le marché. Et donc généraliste, c'est top en interne. En tant que consultant, c'est à peu près la mort commerciale assurée, pour le dire tu vois, de façon pragmatique. Et comment tu fais du coup pour trouver ta niche? Alors il y a deux façons. Soit tu te fais former par des gens très bien. Alors désolé Gavin, t'as rien demandé, mais je suis obligé de te faire une pub. Voilà, qui est dispo sur LinkedIn, qui est le compère de Nicolas Darcy. Pourtant on est en concurrence, mais je trouve que sur aider les gens à trouver une niche, ils font ça très bien. Ou alors faut lire des bouquins type celui de... Alors je suis désolé, je vais écorcher son prénom et son nom, Yann Tegze pour Full Stack Recruiter. Ouais. Moi perso, je l'ai lu. C'est ça qui m'a fait passer du niveau 0 à junior plus mid. Alors, il faut appliquer les exercices, tu vois, des 400, je crois maintenant que c'est 600 pages. Okay. Ça a été remis à jour. Et dans ce cas-là, on se dit, bon, ben, le type de métier avec lequel je suis plus à l'aise, c'est ça. La branche est porteuse ou pas en ce moment économiquement. Enfin, il faut regarder. Faut ouais, faire, ça, c'est important d'avoir aussi ça en tête. La partie économique, c'est hyper important. Market mapping, est-ce que c'est un secteur pénurique? Est-ce que c'est pénurique mais ça embauche énormément? Est-ce que ça embauche énormément mais c'est trop facile de trouver? Tu vois, il y a une tension entre la typologie de profil, le niveau des profils et ce dont ont besoin les entreprises et comment se porte la filière en fait. Et donc ça, si cette étude de marché n'est pas faite, même une fois la niche trouvée, c'est pas bon. Il faut faire trouver sa niche plus l'étude de marché. Et là, on a quelque chose qui tient. Parce que c'est ça le risque, c'est d'investir beaucoup d'efforts sur un marché ou une niche qui n'est pas assez porteuse. C'est ça. Du coup, au final, tu perds du temps. C'est ça. Ouais, c'est une perte. Oui. Après, tu subviens à tes besoins court terme, on va dire, plus tu rôdes tes process. Mais après, il y a un moment, il faut faire une bascule, quoi. Faire un switch. Exactement. C'est ça le paradoxe. Tu dois être niché toi-même, mais ton marché doit être large, par contre. Ouais, c'est ça. C'est ça qui est dur. Hyper clair. Et comment tu as fait toi au début pour trouver tes premiers clients? Bon, j'ai une chance exceptionnelle. Je me suis dit, est-ce que je suis bon administratif?
correctement, mais dans le grand ordre des choses, non. Donc, je me suis dit, donc je vais déléguer, je vais m'entourer d'experts comptables pro, de coachs et de la chambre de commerce et d'industrie. Je me suis dit, est-ce que je suis bon en sales? Oui, fut un temps. À cet exercice-là spécifique, pas forcément. Est-ce que j'ai encore la niaque de me prendre 95% de non et de gérer l'ascenseur émotionnel? Oui, à peu près, mais il y a des gens qui font ça mieux que moi. Et je me suis dit, je vais faire 2 choses. En faire quotidiennement pour reprendre le truc. Ouais. Et ensuite, accepter de me faire aider contre 5 à 10% du package total de la rémunération. Ouais. Un peu comme tu vois, quand j'étais aux US, on avait des agents en gaming qui prenaient 10% du salaire des artistes, mais qui leur trouvaient des contrats incroyables pour des films, du jeu vidéo, de la chanson, des comédies musicales et tout. Et en fait, c'est le même système. Et donc, grâce à ça, écoute, en 2 semaines, j'ai eu 2 contrats. Trop bien. Voilà. Des gens de ton réseau qui t'ont recommandé. C'est ça. Donc, c'est essentiellement quand même le réseau qui t'a apporté. Tu sais, c'est ce qu'on s'était dit quand tu fais ta niche plus ton étude de marché. Donc, en fait, c'est ce que j'ai fait. Je me suis dit, en fait, le salut va venir en partie du réseau et du track record de ce que j'ai fait avant. Et c'est exactement ce qui s'est passé, en fait. Ouais. Trop bien. Et ces premiers clients-là, donc ils sont hyper précieux. C'est les premières personnes qui te font confiance. Tout à fait. Donc il faut over deliver. Toujours. C'est hyper important. Toujours. Même tout le temps, même après. Parce que d'ailleurs, c'est ta feedback loop, quoi. En gros, t'as des clients que tu accompagnes, ils sont satisfaits, ils recommandent, ou tu demandes la reco, et puis après, tu as de nouveaux clients. C'est une sorte de roue vertueuse. Mais si tu as un rouage qui est cassé, ici, hop, pas content, là, tu perds. C'est ça. Tu perds ta vélocité. Comment tu fais pour over-deliver pour un client Il y a une technique, sachant que jeune, presque gamin, j'ai fait l'inverse, je me suis trompé. J'ai pas surpromis, mais mon enthousiasme dépassait un peu ce que je pouvais délivrer, ou parfois la complexité avait été mal évaluée. Maintenant, en général, je préviens. Okay. Tu vois, un peu comme quelqu'un au support où tu dis, ça prend 3 jours, il peut le faire en 1 jour, mais il prévoit quand ça va rater. Ouais, ça c'est bien. Tu vois. Il n'y a pas des attentes trop élevées. En fait, tu under-promise, over-deliver. Toujours. Parce que tu sais que tu peux plus, mais tu gardes cet extra mile pour le moment où ça va être dur. Qu'est-ce que c'est un moment où ça peut être dur? Tu as trouvé la personne parfaite sur une centaine de personnes. C'est cette personne-là que les clients veulent. Mais j'ai eu le cas récemment. Mais il a stressé la personne un petit peu. Okay. Cette personne, malheureusement, a perdu confiance. Si tu as une bonne relation, en fait, elle va te dire qu'il y a quelqu'un d'autre qui l'a appelé pour un autre job. Si tu es à 80%, mais pas à 100%, elle va pas te le dire. Et du coup, vous allez tous les deux découvrir ça. Et alors qu'elle a dit non à toutes les autres personnes, cette personne ne veut plus venir. Ouais. Et donc, dans ce cas-là, si tu es pro, tu as déjà 2-3 autres personnes que tu as prévenues que tu n'étais pas forcément la préférée, mais que tu peux rappeler, qui étaient d'accord, tu les rappelles. Et puis, tu, très honnêtement, dis à ton client, écoute, il va falloir qu'on travaille sur la transmission du stress ou des doutes, parce que tu peux en avoir, c'est complètement OK, mais en fait, il faut les dire d'une façon qui n'effraie pas, pour que on arrive à la résolution de... Tu vois. Et donc, il y a aussi toute une partie... éducation, transmission, dire les choses de façon bienveillante, toujours professionnel sans se fâcher, dire aussi quand c'est pas possible ou quand on peut plus ou quand il y a besoin d'aide. Tu vois, quitte à renégocier quelque chose, il faut en fait cette honnêteté intellectuelle tout le temps. Ouais, je comprends. Ouais. C'est ce qui te sauve et qui va te permettre de pas rentrer dans ce genre de galère. Ouais, et de prévenir, comme tu disais, tu vas te prévenir dès le début et dire, bah voilà, ça va pas être un claquement de doigts et c'est bon, c'est good, j'ai trouvé la bonne personne. C'est ça. C'est pas facile. Et montrer aussi les étapes pour que les gens se rendent compte aussi de l'effort que ça fournit. C'est ça. Hyper clair. Et quelles sont selon toi les bonnes pratiques que tu donnerais à un recruteur indépendant qui soit veut se lancer ou soit qui a son activité? Bon, c'est des phases qui sont quand même différentes. Mais pour se démarquer, pour se différencier, imaginons que il y a déjà aller chercher les clients, donc il faut trouver les clients. Mais voilà, il y a pas mal de concurrence, il y a pas mal de personnes qui sont sur le marché. Comment tu fais vraiment pour sortir ton épingle du jeu? Alors on va prendre la cible un peu plus junior ou débutante, on va dire baby entrepreneur, tu vois. La formation, la réflexion, le calme, la gestion du stress, se chouchouter, aller au sport. Il y a plein de choses possibles, méditer, lire,
aller en pleine nature, mais avoir des moments de respiration. Quelqu'un qui ne sait pas s'autogérer au niveau du calme risque de prendre de mauvaises décisions par stress ou en étant pressé. Donc il faut ces moments de respiration. Ça va aider à performer et à, tu vois, s'accrocher si la prospection a été insuffisante ou a eu des mauvais retours. Et donc à en faire davantage ou à développer son écoute active vis-à-vis des candidats pour vraiment entendre ce qu'ils te disent qu'à moitié. Tu vois, pour les aider aussi dans la prise de décision entre certains postes. Ça va permettre d'affiner sa niche, de gagner une crédibilité. On a trop tendance à oublier que les candidats ont même une famille, parfois très étendue. Et moi, j'ai déjà eu le cas, des gens que j'ai eu en stage ou autre, en fait, leurs parents m'ont rappelé pour des boulots, où je découvrais que c'était des cadres supérieurs dans telle entreprise cliente de la mienne. Et donc, le réseau est plus fort que ce qu'on croit. Il ne faut jamais sous-estimer ça. Toujours se rappeler qu'on traite avec des personnes, et pas uniquement des CV, et on peut avoir de belles surprises humaines. Et aussi pour ceux qui sont plus expérimentés, donc qui sont lancés depuis quelques mois, quelques années, chercher des synergies. En fait, parfois, je ne peux pas faire quelque chose, proposer à un collègue qui, lorsque ça arrive, me propose du coup de l'aide. Il y a aussi, parfois c'est sous la forme de workshop ou de coaching. Tu vois, là, j'ai des personnes très sympas qui m'ont proposé de coacher d'autres personnes pour les aider à prendre des postes en interne. Tout ça parce qu'on s'est épaulé fut un temps. Et je crois énormément, surtout en tech, au fait en réseau d'entrepreneurs, de donner pour recevoir. Si tu fais que prendre, ça va pas forcément bien se passer, parce qu'il y a toujours de la concurrence. Donc en fait, est-ce que tu veux quelque chose qui se rapproche de la guerre, ou est-ce que tu veux de quelque chose où tout le monde a un peu une part du gâteau? C'est un positionnement précis. Il y a certains pays où c'est plutôt winner takes all, tu vois. Mais je pense qu'il y a de la place pour presque tout le monde. Voilà. Hyper clair. Et les outils aujourd'hui que tu utilises, donc comment tu fonctionnes quand tu vas, que ce soit la partie commerciale, entrepreneuriat, tu vois, au final, ta structure en interne ou la partie recrutement. Alors moi, je suis un peu un nerd. On va commencer comme ça. Donc, quand je sors, je suis plus geek, mais en réel, je suis plutôt nerd. Donc, ça va assez loin. Alors, toujours en ATS. Toujours. Si c'est en interne ou pour faire une install en fonction de la complexité, en fait, ça va aller des très petites choses, type, mais toujours plus performantes qu'Excel, type... tu vois, on va dire, je réfléchis, Untool ou en indépendant. Par contre, je trouve que le top, quand tu es toi-même ou une structure de 5-10 personnes, Jarvis, c'est le must du must. Donc, nos chers amis de Montpellier, franchement, ils font un boulot extraordinaire. Je le conseille à tous les indeps. En interne, une boîte de taille 20 à 600, 1000 personnes. Maintenant, ils ont plus de features, ça peut aller. Je pense que Tim Taylor est très bon, notamment sur la gestion de la donnée, parce que la UI est très bonne et en plus c'est européen. Donc pour les questions de souveraineté numérique, c'est aussi important. Et puis après, c'était une très grosse structure, ou tu as été une très grosse structure, soit ils vont te passer une licence et un accès, ce qui est plutôt pas mal. Et là, tu vas tomber sur des choses un peu sérieuses mais différentes, du type Lever, Greenhouse & Co. Mais je trouve, et encore une fois, je suis désolé, qui se font littéralement exploser par HB. Ouais, apparemment HB niveau, c'est pour avoir testé. En fait, tu refais une stack technique intégrée où tu vas pouvoir tout gérer, planification automatisée d'agenda, si les agendas sont à jour, pas mal d'IA, des très bonnes stats, donc des composantes BI assez intéressantes, surtout si tu as des profils un peu récops dans tes teams, de très bonne gestion des différentes fonctions. On sent qu'en fait, qu'il y a eu des recruteurs qui ont été consultés, tout comme Jarvis, pour créer les features. Tu vois, c'est pas un truc de dev ou de business, de personnes plutôt business pour des recruteurs, c'est fait par des recruteurs. Et donc la différence d'utilisation est extrêmement forte. Donc ça, c'est pour la brique ATS. Toujours des outils d'automatisation de prise de rendez-vous, toujours, que ce soit Google, Calendly ou tous les concurrents qui existent, couplés à, en général, de la dictée vocale pour faire les mails. Ouais, ça je fais ça. J'ai pas le temps, tu vois. Puis je pense plus vite que ce que j'écris, donc à un moment la journée n'a que 24 heures. Tu utilises quoi, la dictée vocale de Apple iPhone ou celle-là et celle de Google, ça dépend du terminal, aussi, tu vois. GPT, exactement, parce que parfois je suis là-dessus, parfois je suis sur Apple, parfois sur PC, donc ça dépend. Couplé à de l'agenda, donc en fait là on passe un peu sur l'automatisation pour que si je lui dis de booker un rendez-vous, il le fait.
Même chose de la dictée pour les messages. Tu vois, je trouve qu'en plus le ton des messages est certes un peu moins carré, mais beaucoup plus humain. Donc le taux de réponse est plus fort. Avant, j'avais entre très pénurique 10 jusqu'à 56 de taux de réponse. Là, c'est passé pour le pire de 33 au mieux à 86. Ça te change ta vie quand même. On regagne du temps, c'est plus sympa aussi. En général, les gens te disent qu'ils ont apprécié ou pas, donc j'ai même vu une amélioration des relations. Au niveau du reste de la stack, des dashboards pour tout ce qui est géré, compta, avec les experts comptables, les entrées, les sorties, tu vois, des choses comme tout ce qui est Spendesk et autres, pour en fait les notes de frais. Enfin, je fais mon max pour tout gérer avec des photos et de la dictée vocale. Et puis, ensuite, je joue pas mal avec Make et N8N, forcément. Je pense sincèrement être qu'au début, et je pense que les devs feraient 10 000 fois plus avec. Tu vois, je vais dire niveau 2 sur 4, probablement. Tu vois, et qu'est-ce que je peux te dire d'autre? Après, j'ai une brouette d'app, tout ce qui est Slack, Trello, enfin j'ai un milliard de trucs que j'utilise, Figma quand je bosse avec des designers, des choses que en fait des PO utilisent par exemple, donc il y a plein de trucs. Et c'est vrai que N8N, pour revenir juste dessus, donc il y a Make et N8N, qui sont deux outils qui sont assez similaires au final, des outils d'automatisation. C'est quand même assez fou, je pense que pareil, nous on a bien avancé dessus quand même sur ces sujets-là, vu qu'on implémente des agents IA dans les boîtes et tout à droite à gauche. Mais le potentiel est quand même dingue. Donc il y a un côté où tu vois un outil et après son potentiel, je trouve que c'est les seuls outils où tu vois vraiment un potentiel énorme du gain de temps que tu peux avoir quand même derrière par la suite. Ça coûte pas très cher. Je sais plus combien c'est. Et Newton, je sais plus combien c'est. Make, ça doit être 20 balles, je pense, entrée. Même peut-être un truc gratuit, je crois, pour tester. Tu peux essayer un petit peu. Donc c'est vraiment incroyable. Et du coup, tu couples automatisation et agent IA sur certains use cases. Attention, faut pas overkill. Donc, c'est-à-dire de vouloir tout automatiser très rapidement. Mais plutôt automatiser vraiment les choses qui sont scalables, donc c'est-à-dire qui sont pas très compliquées, avoir des premiers use cases, et puis après derrière automatiser plus de choses dès qu'on a bien la main, quoi. Je suis complètement d'accord avec toi. En fait, c'est amusant parce qu'une fois que tu commences à te débrouiller, tu as envie de tout faire. Et en fait, il faut vraiment choisir les moments où c'est humain et où c'est automatisé. Mais c'est excessivement puissant. Moi, je pense que sur le meilleur cas, c'est pas faisable partout. En fait, il faut que tu aies l'aide de... Si tu es en complément de gens en interne, il faut que tu aies l'aide d'une équipe cybersécurité pour, tu vois, qu'il n'y ait pas de veto, qu'il n'y ait pas de barrière, etc. Mais quand c'est bien fait et que c'est compliant, tu gagnes 8 heures par jour, enfin par semaine minimum, quoi. C'est incroyable, en fait. Non, c'est fou. Et tu réponds mieux et plus vite aux gens aussi. Et ça, c'est sympa. Tu vois, de pouvoir apporter plus de services aussi aux gens qui s'inquiètent derrière leur ordi d'avoir une réponse, ou aux managers qui se posent des questions ou qui ont besoin tout simplement de training. Et tu fais ça encore plus souvent que moi. Donc voilà, mais c'est vraiment exceptionnel. Je pense qu'on en est qu'au début. En fait. Et puis moi, je crois beaucoup aux organisations, les organisations naissantes, qui vont être de plus en plus moins avoir la nécessité d'être grosses, entre guillemets. Même s'il y a plein de boîtes, il faut qu'elles soient grandes, qu'elles scale, des startups et tout, etc. Mais tu as moins ce besoin grâce à des outils d'automatisation et d'IA qui fait que tu auras des structures beaucoup plus petites. Et du coup, que tu arriveras à faire plus avec moins, en tout cas avec moins d'humains, mais plus de systèmes, plus d'outils. Et ce qui fait aussi des barrières à l'entrée, on va dire, plus faibles. Parce que du coup, tout le monde va pouvoir se mettre dessus. Donc, je ne sais pas si ça va vraiment réduire le temps des gens et qu'ils vont travailler que deux jours par semaine. Mais en tout cas, tu seras plus efficace, tu pourras être meilleur que les concurrents. Mais derrière, ça te permet d'être quand même plus efficace et de faire plus de chiffres potentiellement. Oui, tout à fait. Bon, j'en connais quelques-uns qui sont bien plus là-dedans que moi et qui facturent encore plus. Donc ça, c'est
une piste. Ouais. T'en as d'autres qui font de la renta à tout prix et qui du coup se surchargent. Donc attention à l'explosion. Ouais. Surtout au cas où un outil est en panne temporairement. Tu ne peux pas être trop dépendant de ces outils. Ouais, ça, c'est bon. Il faut quand même bien garder la main dessus. Et puis il y a aussi la question de est-ce que tu challenges un peu tes prestats? C'est-à-dire est-ce que le modèle au niveau des algos est clean? Sur quoi, d'où viennent les sources? Est-ce que c'est compliant? Est-ce que c'est RGPD? Est-ce que comment on construit le modèle? Comment ça se passe au niveau des biais? Et trop souvent, il y a des gens qui achètent et qui posent pas ce genre de questions. Quand tu es sur une boîte de vin, c'est pas fou, mais bon, tu vois, fair enough, tu es en train d'apprendre. Sur une boîte de 2000, 30 000 personnes, ouais. c'est un peu plus embêtant quand même. Ouais, clairement. Voilà. Et donc, je pense que aussi les acteurs vont devoir un peu plus se professionnaliser et être un peu plus transparents sur comment sont gérées les choses en interne. Bon, on sait qu'il y en a que c'est parce que c'était des startups, donc il y a beaucoup de fake it until you make it, mais il va falloir... J'ai même vu des trucs dans certains pays où finalement tu penses que c'est une IA qui te répond, puis tu as certaines personnes qui... Et en fait, tu as plein de gens en fait. Ouais, je me suis dit d'accord. T'en as pas mal de startups comme ça, c'est fou. Il y a un peu de tout, donc, mais c'est super excitant. On vit quelque chose de génial et malheureusement, je pense qu'il va y avoir un fossé entre celles et ceux qui se lancent maintenant, qui n'ont pas forcément l'envie ou l'appétence, ou parfois les capacités, enfin chacun est très différent. Il faut aller vers ce qui nous fait plaisir, mais qui n'ont pas forcément ce qui est nécessaire pour s'approprier ces outils et donc sortir un peu du lot. Donc ça va être... c'est pour ça que je confirme que je pense que ce n'est pas pour tout le monde, parce que ça va se durcir un peu. Ouais. Et que seules les personnes qui ont un certain type de delivery vont être pérennes au niveau de leurs entreprises. Ouais. Et comment tu vois justement le futur du recrutement sur ces sujets-là, ou même en général, si on se projette, tu vois, sur 1 an, 3 ans, qu'est-ce qui va se passer selon toi, que ce soit en termes de techno, en termes de marché D'accord. Bon, alors jusqu'où est-ce que j'ai le droit d'aller? Parce que je collabore avec certains VC ou des réseaux. En fait, je pense qu'il y a plusieurs courants qui sont en train de s'affronter en ce moment. Donc, il y a ce que les recruteurs, donc tout le corps métier souhaite faire. Envie de continuer. Il y a plein de gens qui adorent aider des gens à avoir un super boulot. Il y a plein de gens qui adorent aider des boîtes à devenir pérennes ou à scaler. Ça, c'est le cœur des raisons pour lesquelles, voilà. Ces personnes-là ont envie de faire quelque chose dans la durée, mais ça ne dépend plus que d'eux. En fait, il y a d'autres courants. Tu as des entreprises qui veulent faire plus avec moins. De toute façon, il y a toujours cette histoire de rentabilité et de productivité et autres, au détriment parfois de l'humain. Il y a certaines branches un peu plus extrêmes qui aimeraient bien faire disparaître certaines branches RH, que ça soit RH ou recrutement, en pensant que ça gêne ou à cause de passifs perso qui s'est transformé en philosophie d'entreprise. Il y a aussi des gens qui ne veulent plus faire ça. Et donc, il y a une déperdition de savoir, une première vague à l'époque du Covid, post-Covid et pré-Covid au niveau des layoffs, une deuxième vague il y a 2 ans, quand il y a eu encore une nouvelle vague de layoffs, sur certains fonds jusqu'à plus de 13% des effectifs de certaines entreprises. Et du coup, on a perdu des gens qui savaient et qui auraient pu aider à ce que le niveau général augmente. Ouais. Et donc, je pense que ça serait pas assez humble d'être sûr de ce que ça va être dans 3 ans. En revanche, il y a une tendance vers moins de recruteurs, plus fort, plus complet. Donc terminer l'ultra-spécialisation, pas au niveau marché, la niche a toujours des buts. Et donc, on va falloir avoir des gens qui sont plus professionnels et qui peuvent agir aussi bien en tant que personne en interne, en tant que consultant externe. Il va y avoir des spécialisations soit de process, soit de delivery, soit de connaissance d'un marché. Des gens capables de faire du market mapping, connaissant des régions par cœur, des bassins d'activité, des signaux faibles, et du coup des gens qui seront aussi soit plus business, soit plus closer, et bien sûr le retour des sourceurs, etc. Donc je pense qu'on vit quelque chose de super excitant, mais c'est vraiment en train de se durcir. Je pense qu'il y aura moins de jobs de recruteurs dans le futur, mais qu'en fait ils auront plus de valeur ajoutée, mais dans un second temps. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. En fait, tu auras des recruteurs qui seront peut-être plus efficaces, et même tu auras... Je sais pas, hein, mais j'ai l'impression que les enjeux de recrutement, je sais pas à quelle échelle ce sera, mais vu qu'on arrive dans une ère de l'automatisation et de l'IA, logiquement, tu arriveras à faire plus avec moins d'humains. Donc, est-ce que les entreprises auront autant besoin de recruter que ça, tu vois ? Il y aura peut-être
une baisse aussi du recrutement. Je sais pas, je me rends pas compte à quel point, à quelle échelle. Il y a un impact, mais je me rends pas compte encore à quelle échelle, parce qu'il y a des grosses structures par exemple les grandes boîtes, qui représentent quand même une grande partie des recrutements, j'ai pas les stats exacts, bah, elles fonctionnent quand même, elles ont un temps entre guillemets devant elles avant d'adopter tous ces outils d'automatisation d'IA, parce que la conduite au changement est compliquée. C'est vrai. Et puis tu as raison, en fait. Si on regarde, alors là c'est un point de vue plutôt boursier, mais si on regarde le nombre de licornes françaises qui ont transformé l'essai, soit via un exit, soit via une introduction en bourse, quand ça rate, parfois il y a des rounds de layoff. Et donc du coup, c'est autant d'équipes de recruteurs ou de marketing ou de customer support, ça dépend des boîtes dans ce qui est jugé pas forcément comme variable d'ajustement. Parfois ça peut descendre. Et donc, du coup, tu as des wagons de recruteurs qui, malheureusement, ont perdu leur emploi, ce qui complexifie la situation, en fait. Donc, oui, l'impact, je trouve qu'on le voit déjà. Et mécaniquement, parfois, ça augmentera. Parfois, ça se réduira, mais là, la baisse est quand même durable. Et en plus, il y a d'autres facteurs, comme par exemple, connexes, comme la baisse du nombre d'emplois de cadres en France. S'il y a moins de cadres à recruter, il y a moins d'emplois de cadres, donc il y a moins besoin de recruteurs, de facto. Puisqu'il y a plus de gens sur le marché, donc il y a une tension plus faible pour les employeurs, ce qui veut dire que le retour à annonce fonctionne mieux. Tu vois, donc peut-être que tu as besoin de plus de gens pour aider à trier, ou peut-être pas. Mais en revanche, il y a un peu moins d'efforts à faire. Ouais, il y a vraiment d'efforts à faire. Hyper intéressant. Et sur spécifiquement les recruteurs indépendants, selon toi, qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, de toute façon, il y a une montée globale du freelancing en France, que ce soit, et donc du consulting, puisque les deux sont liés, même si ce n'est pas tout à fait la même spécialité. Et je pense que beaucoup vont être tentés de se lancer, parce que ça va être la façon de pouvoir continuer à travailler et faire ce qu'ils aiment, même sans CDI. Donc ça, c'est normal, c'est sain. En revanche, comme il y aura moins de jobs, ces formations et ce besoin de vraiment être capable de délivrer tout le temps ou de dire vite si c'est pas possible. Ça, c'est une qualité à acquérir très rapidement, de se rendre compte qu'un brief est mauvais ou qu'un job n'est pas assez payé. Il faut pouvoir le dire, quel que soit le secteur d'activité. Et bien dans ce cas-là, il va y en avoir davantage quand même. Et après, on verra qui restera. Ouais, c'est ça. Il y aura une sélection entre guillemets un peu naturelle. C'est ça. Qui va opérer, quoi. C'est ça, la loi du marché, et puis la position de la France dans l'écosystème européen tech, et puis globalement aussi. C'est ça qui va jouer énormément. Et donc les accords commerciaux et tout. Ouais, je vois très bien. Ouais, ça, c'est vrai que c'est pas entre nos mains pour l'instant, quoi. Non, tout à fait. Je te propose de passer sur une petite partie qui s'appelle les Rapid Fire Questions. Donc, c'est quelques petites questions que je te pose, et du coup, tu dois choisir une des deux réponses. Est-ce que tu es plutôt inbound ou outbound ? Ok, outbound. Est-ce que tu es plutôt manuel ou automatisé ? Maintenant automatisé. Est-ce que tu es plutôt soft skills ou hard skills ? Soft skills, même si j'aime bien évaluer moi aussi les hard skills. Ouais, ok. Plutôt opérationnel ou stratégique ? Toujours opérationnel, parce que même si je fais tout le temps de la strat, si tu fais pas d'opérationnel, tu sais plus quitter. Ok. Plutôt réception de CV ou chasse ? Ah, chasse. Plutôt puriste recrutement, donc inspiration que du recrutement, ou inspiration marketing, d'autres disciplines. Je suis horrible. Autre discipline. J'ai tout, dans tous les sens. Plutôt hack ou méthode ? Alors, plutôt hack quand même, parce que tu inventes des nouvelles méthodes. Ok, exactement. Ouais, les hacks permettent de créer des méthodes. Hyper clair, trop cool. Tu disais, inspiration d'autres courants. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Tu t'inspires de quoi ? Bien sûr. En fait, je regarde déjà tout ce qui est méthodologie, gestion de projet et autres. C'est pas un truc que j'ai en moi naturellement. Et je trouve que c'est hyper structurant de voir comment les gens comptent les choses, s'organisent, gèrent les conflits, pensent la gestion du temps, la gestion de l'imprévu, en fait. Tu vois, tu fais de l'agence de com, c'est n'importe quoi. Mais ils se délivrent toujours, simplement différemment de ce qui était prévu. Et tu regardes la gestion de projet, ça se passe jamais comme prévu. Par contre, tu as l'impression de l'extérieur que ça a été millimétré au doigt près. Je trouve ça fascinant parce que je suis plutôt du type fluide à m'adapter en fonction. Et si tu mélanges les deux, je pense que tu as quelque chose d'intéressant. Donc ça, pas mal. Et aussi tout ce qui va être... parce que bon, ça pour le coup, je suis un peu un start-upper de ma période quand j'étais aux US.
J'ai beaucoup gardé de ce que j'ai appris à LA et je trouve que tu dois lire tout et n'importe quoi, discuter avec des artistes, des entrepreneurs, des contremaîtres, tu vois, des gens qui font de la photo et en fait, ils ont plein de méthodes différentes pour réussir leur art. Et toi, ça t'inspire et souvent, il y a des choses qui sont transverses en fait. Ok. Donc voilà. Hyper intéressant, trop cool. On arrive à la fin. Ok. On arrive à la fin de l'épisode. Est-ce que avant de finir, tu as une dernière conclusion ou un dernier mot de la fin que tu as envie de partager? Ouais. Je pense que tout le monde devrait lire au moins le livre d'Erin Meyer de Culture Map. Ça permet d'arrêter de s'ethnocentrer. Tu t'extrais de ta culture pour réfléchir aux autres. Tu vois, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi être à l'heure, par exemple, quand t'es japonais ou allemand? En fait, c'est 5 minutes avant l'heure. Ça, c'est l'heure. Si tu viens d'autres cultures, parfois, ça peut être de une demi-heure à 2 heures plus tard. Ça, c'est l'heure. En France, c'est de 0 minutes à 15 minutes plus tard, tu vois. Et en fait, tu te mets à réfléchir différemment et à chercher, si tu le prends pas mal, comment créer des ponts avec les autres. Et je trouve que ça t'aide dans un métier où tu gères d'abord et avant tout de l'humain, le produit le plus difficile de la Terre mais le plus passionnant. Et ça te rend humble et je pense que ça t'aide à être un meilleur professionnel de recrutement et à travailler aussi dans des orgas où parfois plusieurs nationalités se mélangent. Donc je dirais commençons par ça. Ça fait augmenter le niveau en soft skills, ce qui va être plus facile de délivrer côté hard skills. Ouais, je vois très bien le bouquin jaune, je crois, la couverture. Jaune ou gris, ça dépend des éditions. Ouais, ça dépend des éditions. Je vois très bien. Hyper intéressant, trop cool. Merci à toi, c'était vraiment top. Je te dis à très vite. À très vite, merci Salut, beaucoup. Ciao. Ciao.